Alors, je m'appelle Adèle Belmont, je suis auteure, compositeur, interprète. Je suis originaire de Martinique. Alors, la musique, pour moi, c'est une histoire de famille. Ma grand-mère a épousé mon grand-père parce qu'il chantait bien. Ma mère a épousé mon père parce qu'il chantait bien. Et quand je suis née, mes parents ont dit « cette fille est une chanteuse ». Alors, ce qui est très très rigolo, c'est que j'ai grandi dans je suis née à Paris, je suis originaire de Martinique, et j'ai grandi dans un univers à la fois très parisien et en même temps avec la présence de mes parents, ce côté créole où bien sûr on chantait, dansait, et les gestes quotidiens étaient accompagnés toujours de musique. Et notamment, j'avais un grand-père d'adoption qui était guitariste de jazz. Et c'est des gens qui habitaient juste à côté de la maison, rue du Pin, dans le 7e, en face du Bon Marché. Et ils faisaient des fêtes avec du jazz créole, et j'ai été vraiment bercée dans cette ambiance créole jazz. Et d'un tempérament très joyeux, je passais mon temps à danser, et à l'école, sans qu'on m'en donne l'autorisation, dès qu'il y avait un petit moment creux, je montais sur les tables et je chantais pour tout le monde. Et à ce moment-là, les professeurs, les élèves, tout le monde me laissait chanter, me laissait exprimer et m'applaudissait. Et je sais pas, j'étais heureuse comme ça. J'adorais quand mon père, on préparait les petits pâtés de Noël à la maison et les acras de temps en temps, et mon père nous chantait Noël, on chantait « Allez mon voisin, allez mon voisin, allez ». Vous savez, les cantiques « Allez à la crèche mon voisin », mais arrangés, c'est ce qu'on appelle le chanter Noël. Et il nous tirait les vêtements et on s'amusait beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ça. Ce dont je me souviens surtout, c'est que dans mon univers, tout était musique. Mon père disait serre-moi un petit punch, et si le bruit de la carafe ne sonnait pas comme il voulait, il me disait pourquoi tu remets le bouchon de la carafe de façon aussi violente? Tu es pas contente de me servir un petit punch? Et si je partais en traînant les pieds, il disait montre-moi que dans tes pieds t'es contente. Vous voyez, le son toujours. Et puis cette grand-mère d'adoption avec son mari qui était guitariste de jazz, elle posait la vaisselle en rythme, elle traînait les pieds sur le plancher, et c'était du swing. Et j'ai reçu un swing énorme, énorme. Puis il y a une petite chose aussi qui était très très importante, c'est que je passais ma vie derrière les rideaux. Et je regardais les autres vivre, et c'était comme du spectacle, du théâtre. J'étais tout le temps cachée derrière les rideaux. Voilà, concernant ma petite enfance. J'ai passé aussi beaucoup de vacances à la campagne, en Bretagne. Et là aussi, je faisais le show pour les paysans pendant les moissons et tout ça. Je leur servais à boire et je chantais, je dansais. Et ils m'appelaient leur danseuse étoile. Et c'était vraiment très, très, très joyeux. Alors, ce qui est très, très, très étrange, c'est que est-ce que j'ai pensé à devenir professionnelle au moment de l'adolescence? Ben, je dirais non. Parce que c'était comme si la musique s'était éteinte au fond de moi. Il y a eu une période de silence où j'ai continué mes études, j'ai travaillé un peu dans la publicité, et la musique est partie très loin de moi, en fait, à ce moment-là. Et c'est dû aussi à la perte de ma mère quand j'étais petite, ce déracinement de l'univers familial qui était très métissé, qui était à la fois, bien sûr, un univers parisien, mais en même temps créole. Et donc, à la mort de ma mère, je suis partie en pension, et c'est là que tout a commencé à se taire un peu au fond de moi. Et donc, ça a été une période un peu de silence, au contraire, l'adolescence. Alors, quel a été le facteur déclenchant? Ça a été un choc dans mon parking.
je chantais plus et tout à coup, déjà j'étais allée voir un opéra qui s'appelait Boris Goudounov et ça a réveillé des choses au niveau de l'être profond que j'étais, profonde chanteuse, mais c'était inconscient. Et puis, je me suis mise un jour à chanter dans mon parking et j'ai compris que c'était ma route. Et là, je ne me suis plus jamais arrêtée de chanter, mais je chantais complètement de façon spontanée, en autodidacte. Bien sûr, j'avais travaillé le piano étant petite, j'ai toujours fait de la musique. Je faisais du piano classique. Puis, un beau jour, je chantais comme ça dans mon univers familial, en vacances. Et Claude Bessy, directrice de la danse de l'opéra, et Jacqueline Bienvenue, qui était aussi à l'opéra, entendent ma voix que j'étais en train d'entraîner, pour moi toute seule, dans le fond du jardin, dans une petite cabane. Et Claude Bessy dit c'est la voix d'Adèle que j'entends là. Et là, tout a basculé. C'est-à-dire que Claude Bessy m'a expliqué... déjà, il y a eu un grand choc, parce qu'il y avait avec elle son mari, Serge Golovin. Pour la petite histoire, Serge Golovin n'a pas marché avant l'âge de 4 ans. Et il entendait sa grand-mère jouer du piano dans sa chambre, et il imaginait qu'il était danseur. Et de ne pas pouvoir marcher, il a imaginé simplement qu'il dansait, et il est devenu danseur étoile. Donc cette histoire a remué aussi beaucoup de choses en moi, puisque moi j'avais fait un silence aussi. Donc j'ai senti que j'étais en terrain ami et de similitude. Enfin, il y avait un dénominateur commun qui nous rapprochait. Et donc j'auditionne pour Gabriel Dusurget, Thierry Fouquet, qui disent c'est du très beau matériel. Et je démarre dans la musique, dans l'opéra. Sur ma lancée, je gagne une bourse d'études et un concours qui est celui de la Fondation de France, Charles Houlmont, le concours Charles Houlmont, où je gagne une bourse d'études. Je gagne un concours de chant, médaille d'or, et je commence à chanter les contes d'Hoffmann, Olympia, Frasquita dans Carmen. Je chante également en concert des tas de rôles comme Gilda, beaucoup de Mozart aussi, puisque j'ai une voix de ce qu'on appelle soprano lyrique léger, donc tout ce répertoire, ainsi que de la musique sacrée, le requiem de Mozart, de Brahms, Fauré, les motets Il Furore de Vivaldi, enfin, etc. Je fais toute cette musique. Tout en chantant quand même, je rejoins un groupe de gospel parce que j'aimais beaucoup cette musique, mais en tant que soprano, dans le groupe que je fonde qui s'appelait Caribbean Soul Singers. On fait des concerts dans les églises, Saint-Germain-des-Prés, Sainte-Chapelle, des tournées partout en France. Et là, tout à coup, je répète de l'opéra. Je me souviens toujours, je chantais Donna Anna, les airs de Donna Anna. Je vais chercher une bouteille d'eau et j'entends le morceau So What de Miles Davis dans un restaurant, parce que c'était très tard le soir, donc je ne pouvais pas, j'étais pas dans une boutique. Et là, je sens mon corps qui se déchire. Je sens la force de mes racines, avec tout le groove, tout le rythme des batteries, des tambours, de tout ce groove vraiment de mes ancêtres. À la fois l'amour énorme pour l'art lyrique, parce que l'art lyrique vous donne vraiment la plénitude, et c'est quelque chose qui envahit votre corps, votre âme, c'est énorme. Après ma rencontre avec le déclic Claude Bessy, Jacqueline Bienvenue, ces deux femmes qui me prennent sur leur aile, l'opéra bien sûr, mais tout à coup, un autre déclic qui a été très 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 étrange, parce que ce So What de Miles Davis, c'était vraiment tout ce que je suis aussi. J'avais mon grand-père qui était guitariste de jazz, et d'un seul coup je retrouvais mes racines. C'était vraiment la prise de conscience de toutes les races qui m'habitent. Et ce métissage,
à la fois physiquement, ce métissage physique et en même temps ce métissage, cette richesse musicale que j'avais en moi, elle m'étouffait complètement. Donc je sentais que j'adorais l'art lyrique pour sa plénitude, pour la puissance, l'ouverture, pour le côté connecté. Enfin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, connecté, mais disons cette verticalité, cette profondeur, cette ferveur. À la fois le gospel que j'adorais, aussi parce que je suis originaire de Martinique, comme je l'ai dit, mais aussi originaire de l'Afrique et de l'esclavage, tout ça. Donc ce sont des chants sacrés d'espoir. Et puis à la fois le jazz qui m'avait bercé à travers le jazz créole avec mon grand-père et tous ces soins de toute ma famille à me faire comprendre que la musique, c'est pas simplement des notes, mais que c'est le reflet de son cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Encore un autre déclic. Je pars rejoindre la plus grande convention gospel, la Gospel Music Worship of America, aux États-Unis. Et je m'immerge à 100% dans l'univers gospel. Je participe à des enregistrements, je participe à des masterclass, je travaille non-stop. Et j'en reviens avec des diplômes et je reviens avec quelque chose qui encore est un nouveau déclic, c'est-à-dire je suis un mélange, je suis une métisse. Et souvent on veut mettre d'un côté le blanc, d'un côté le noir, d'un côté le jaune, et moi je suis tout à la fois. Et je me dis, je rassemble tout ça pour mieux me ressembler quelque part. Je me dis, je n'ai pas de choix à faire. Je vais être tout ça à la fois. Et en fait, je suis exactement le reflet de ce métissage que j'ai. Et donc, je me dis, je commence à composer. Je fais des concerts, je répète à l'opéra, tout ça. Et à chaque fois que je travaille, quand il y a des petits moments de creux, je me mets au piano, parce que je joue du piano, je compose au piano. Tout le monde me dit « Oh Adèle, rajoute, c'était ma prière créole que j'ai composée, qui s'appelle « Vini que je l'ai moins » en créole. Rappelle-moi, rejoue-nous à la fin du concert ta prière créole. » Ça veut dire qu'à chaque concert lyrique, je chantais une de mes compositions. Et j'avais tellement de reconnaissance d'encouragement, disons, dans cette expression-là, que ça a commencé comme ça m'a donné, ça m'a nourri. Et là, il y a vraiment deux phrases qui ont résonné très fort. À la fois, qu'as-tu fait de ton talent? Et la deuxième, c'était une phrase du poète Aimé Césaire, qui dit « J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires. » etc., etc. Mais ça, c'était quelque chose de terrible. Et donc, je me suis mise véritablement en route. Et c'est là que j'ai commencé à composer, sortir mon premier album, qui est sorti maintenant il y a 5 ans. Donc je chante depuis 20 ans, vous imaginez le cheminement avant que j'accouche, entre parenthèses, de toute cette musique. Et je sors mon premier album qui est immédiatement coup de cœur à la Fnac. Ça aussi, c'était très encourageant. Je fais des concerts et les gens du classique me suivaient dans mes concerts. Et c'était très difficile de passer d'un univers complètement acoustique où on chante sans micro à un univers où vous êtes sonorisé avec un micro. Et c'est tout un autre travail. C'est tout un flirt de savoir parler à un micro, pas trop fort, les aigus et les compresseurs sur la voix et tout un arsenal de techniques que j'ignorais totalement. Donc ça, c'était très, très, très... encore un autre métier à apprendre. Et puis, sur ma route, j'ai rencontré quelqu'un qui a été capital pour moi. Vous voyez, je trouve les rencontres, c'est essentiel dans la vie, parler aux autres, se rencontrer.
je rencontre un Américain qui s'appelle Skyler Hamilton et qui est Maestro Skyler Hamilton, qui est un grand coach vocal pour les chanteurs lyriques, mais avec cet esprit américain qui fait qu'il ne met pas de frontières entre les musiques. Il a lui-même joué dans du jazz, il était chanteur lyrique, il a fait une grande carrière lyrique, et il a véritablement compris qui j'étais. Et à ce moment-là, on a travaillé, on a repris totalement la technique, de façon à ce que je puisse servir au mieux mon art, depuis l'extrême grave de la tessiture jusqu'au suraigu, sans rien perdre. Parce qu'en fait, quelquefois on dit, il faut faire des choix. Et moi, j'ai fait un non-choix. J'ai au contraire rassemblé. Je garde, mais j'agrandis. Donc voilà, en cours de route également, je suis soutenue régulièrement, et je travaille en collaboration avec la Maison de Martinique qui me soutient dans mon chemin d'artiste. L'opéra, c'est fini. Rien n'est fini jamais pour moi, parce que ça va vous faire sourire, mais j'ai un rituel le matin. Je me considère en fait comme une artisane athlète. À la fois, j'adore le sport, bien sûr. On dit souvent que le chant lyrique et le sport, ça ne va pas trop ensemble. Je ne crois pas du tout. Je pense que je me mets au même stade que le danseur. Parce qu'en fait, ce que j'ai toujours voulu, c'était danser avec ma voix. Même si j'aime danser. Et tous les matins, j'écoute une chanteuse d'opéra que j'adore, qui est Renée Fleming. Et c'est une sorte de rituel pour moi. Elle a le don de me rebrancher à moi-même. Donc j'ouvre toujours ma journée avec elle. J'avais envie de parler de mon quotidien. Mon quotidien, il est assez rigoureux, en me laissant de la fantaisie aussi quand même. Mais je commence toujours par, bien sûr, écouter, comme je l'ai dit, Renée Fleming. Mais après, très vite, je suis au piano. Et je passe les harmonies, je travaille des morceaux. Puis souvent, de ce travail naissent des idées de composition. Alors c'est une partie du travail qui est assez grisante, parce que c'est très tôt le matin, je me lève très tôt. Et je mets des bougies, et j'ai un univers, c'est vraiment mon petit cocon à moi. Je m'enroule dans une couverture, les bougies allumées près de mon piano, je m'installe, je fais mes petits exercices d'harmonie, de gamme. Et souvent, de ce travail très répétitif, très rigoureux, votre cerveau, il a envie de faire un petit clic, un petit pas de travers, et d'un seul coup, vous naissent des idées de composition que j'enregistre sur mon smartphone et que je garde en réserve. Et souvent, quand quand ça revient très régulièrement, je me dis, ah, là, il faut creuser. Et puis, le travail purement vocal, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pris la décision de garder l'ouverture de la voix. C'est-à-dire que je m'amuse à surfer sur à peu près 4 octaves et demie, sans que ce soit de la démonstration. Il faut que ça devienne facile, souple, mais c'est pas un cadeau du ciel. Bien sûr, j'ai un don naturel, mais c'est un travail comme le danseur travaillera sa barre. Donc tous les jours, je passe les difficultés, mais j'adore faire ça. Ça, c'est mon moment privilégié. Ensuite, il y a toute la partie... Aujourd'hui, cette orientation que j'ai choisie il y a 4 ans, elle est nouvelle. J'ai sorti 2 albums, je suis en train d'en préparer un 3e, mais en même temps, il faut trouver des contrats, il faut se produire, il faut répéter avec les musiciens, il faut réserver les studios, et il faut faire des tas de choses, il faut s'occuper de beaucoup de choses. Et c'est assez... faut avoir de l'énergie. Alors j'ai beaucoup de foi dans mon travail. Il y a des moments où on se dit qu'il faudrait avoir un peu d'aide
dans tout ça. Et mais mon tempérament profond est à la bonne humeur. Et d'ailleurs, ça m'a fait composer le deuxième album qui s'appelle Bada Di Bada. Donc Bada Di Bada, ça veut rien dire, simplement que je sais que la vie peut être dure quelquefois, mais au fond de mon cœur, je crois que les rêves peuvent devenir réalité. Et aussi, badadi bada, ton chéri t'a quitté, badadi bada, ton bébé t'a pas laissé dormir cette nuit, badadi bada, et tout ça. Et la vie baratine, elle dit badadi bada. Voilà. Comment je qualifierais le monde du showbiz? Je me sens pas appartenir à ce monde. Je me sens appartenir à un monde de travail. Et c'est quelque chose... bien sûr, il faut travailler, on doit entretenir des bonnes relations avec les gens qui vous entourent. Mais j'ai beaucoup de mal avec ce côté paillette. Parce que pour moi, la paillette, c'est mon travail. Donc, je ne sais pas que dire. Je suis un peu loin de tout ça. Alors, vous savez bien sûr que chaque jour d'une vie d'artiste n'est pas tout rose, même si on a d'un tempérament optimiste. Alors moi, j'ai des recettes qui marchent à 100%. La première recette, c'est quand je vais pas bien et que je bloque sur quelque chose, que je trouve pas de solution, je range les placards. Donc je défais toutes mes armoires, je trie et je mets tout par couleur. Et c'est un vrai magasin, c'est nickel. Et d'ailleurs, ça m'a fait composer quelque chose qui s'appelle Blues Goes Back Home. Donc le blues peut rentrer à la maison quand je range. Et en créole, les manque à ranger. Parce que je suis originaire de Martinique, comme je vous l'ai dit, mais je ne parle pas trop créole. Donc qu'on ne s'attende pas dans ma musique à avoir du zouk ou des choses comme ça, c'est pas du tout mon essence. J'utilise le créole à ma façon, sans prétendre être une créole née dans le pays et faire de la poésie en créole. Ça, je ne sais pas faire. Je serre le son parce que c'est d'une beauté, le créole, pour la rondeur des sons, et j'utilise ça surtout. En composant, étrangement, c'est jamais la musique qui me pose problème, c'est souvent les textes. Donc, j'ai deux recettes, comme je l'ai dit, c'est à la fois ranger mes armoires, et la deuxième des choses, c'est de faire des gâteaux. Quand je fais un gâteau, que je fais des tartes, je mélange la pâte, je la pose dans les petits moules, et je fais des choses très minutieuses, avec les fruits, en faisant des couleurs, etc. Et là, tout le découragement s'en va. Un mauvais souvenir, le plus mauvais souvenir que j'ai, c'est je suis pas du tout quelqu'un qui fait des concours, même si j'ai gagné des médailles d'or en chant, etc. Je suis pas quelqu'un qui est dans l'esprit concours. J'avais accepté de faire une émission concours il y a quelques années en Guadeloupe, et j'étais pas avec mes musiciens, j'ai une musique très sophistiquée, l'esprit n'était pas dans ce que j'avais besoin d'avoir. Et là, j'ai été, à vue de mon œil, zéro pointé, mais vraiment très mauvaise. Et je ne sais pas faire. Et ça, c'est un des plus mauvais souvenirs que j'ai en mémoire. Sinon, globalement, c'est ça. Pour moi, c'est le plus mauvais souvenir. Lorsque j'enregistre mes disques, généralement, nous faisons toute la musique en live dans un studio. Et ensuite, j'ai toujours rêvé, je parle beaucoup de mes rêves, moi. Donc j'ai toujours rêvé enregistrer mes disques, mes voix, chez moi. Parce que mes murs sont amis, parce que j'adore le côté que c'est la vie quotidienne, etc. Et en fait, j'ai un ingénieur du son qui s'appelle Olivier Lambroso, qui vient à la maison et qui m'enregistre avec tout le matériel extrêmement pointu qu'il a, et je fais mes voix. Alors il y a un côté très confortable de pouvoir travailler chez soi. D'abord,
Ça enlève tout drame parce que je suis à la fois cuisinière, femme de ménage, chanteuse. Ça va très bien pour moi. Je m'occupe de faire en sorte que les repas soient prêts et tout ça. Et du coup, je ne pense pas trop, j'ai pas trop le trac. Je peux recommencer si je fais une erreur, etc. Et le direct, qui est complètement différent. On doit faire avec ce qui peut se produire, mais je travaille avec une merveilleuse équipe. Je travaille en quartet avec Gibril Caratini, mon pianiste, Raphaël Passero, donc Gibril Caratini est mélangé italien, corse, toutes ces régions méditerranéennes. Raphaël Passero est cubain, il est contrebassiste et bassiste à la fois. Et Gaët Allard, un batteur français. Voilà. Donc c'est aussi, au niveau de l'équipe, ce côté très large également, donc j'aime beaucoup. Et j'ai un rapport très privilégié avec mon pianiste et le reste de l'équipe, avec qui nous travaillons régulièrement. Et j'adore travailler avec eux. Et on se le rend bien mutuellement. Et sur scène, le rapport, c'est un rapport fusionnel. J'espère toujours que chaque fois, cette magie opère. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se produire. Ça ne sert bien à rien d'avoir bien chanté hier. Il faut bien chanter tous les jours. Mais c'est vrai que de nature, je suis quelqu'un qui a beaucoup le trac, qui doute beaucoup. Mais il y a un état de grâce qui arrive quand j'arrive sur scène. Et le public me le rend, mais au centuple. Vraiment, il y a une ambiance, mais de fou. Et ça, c'est une récompense merveilleuse. Ça efface toutes les difficultés du métier.